ivoiriens, notamment les jeunes comme vous, et est-ce qu'ils ont tort selon ce qu'ils disent? Oui, je pense qu'ils ont tort. En quoi est-ce qu'ils ont tort? Ils ont tort parce que dans la République, il n'y a pas de candidature inutile ou farfelue. Et parce qu'il y a un principe fondamental dans la République qui est l'égalité entre les citoyens. Et je voudrais ici leur dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il n'est pas au-dessus du dernier citoyen de la République, même s'il est le premier citoyen. La preuve en est que le vote, il est égal, il est universel, il est secret. Alors, s'il y a des candidatures farfelues, si vous estimez que parce qu'on est pauvre ou parce qu'on est trop jeune, notre candidature n'a pas de valeur. Mais pourquoi est-ce que notre voix est égale à une voix et celle du président de la République, lui qui a tous les pouvoirs, sa voix est égale à une voix? C'est ça, c'est le principe fondamental en République. L'égalité entre les citoyens. Pauvres, riches, vieux, jeunes, nous sommes tous égaux. Et toutes les candidatures s'équivalent. Notre candidature, elle est très, très sérieuse. Et je peux vous assurer que ce 25 octobre, nous prendrons le pouvoir. Bien. Dr Michael Loba, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui prête à élire un jeune comme président de la République de Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, il faudrait qu'on sache que la Côte d'Ivoire n'a jamais commencé depuis 1960 à être gouvernée par un vieux. Félix Houphouët-Boigny n'était pas vieux lorsqu'il était président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, il faut penser à l'avenir. Et pour nous, Houphouët-Boigny, après lui, je parle aussi du président Laurent Gbagbo, qui est venu avec une conception nouvelle pour la lutte démocratique, afin que nous puissions atteindre le multipartisme. Mais le pays n'a pas encore connu de jeune président. Je viens, avant de répondre à votre question, pour dire les grands soulèvements, les grands rassemblements et les grands changements se font à partir des jeunes. Et j'ai pris le cas d'Houphouët-Boigny. Lorsqu'il luttait pour le PDCI-RDA en Afrique, il n'était pas vieux, il était avec ses amis. Le président, pareil pour le président Laurent Gbagbo, il n'était pas également vieux. Alors, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a une forme de gérontocratie. Même les partis politiques sont considérés comme des royaumes. Lorsqu'un jeune veut éclore, automatiquement, dans notre jargon ivoirien, on l'allume. C'est pour cela, nous, candidats de la nouvelle génération, avons pris notre bâton de pèlerin, monté nos partis politiques, avons sillonné la Côte d'Ivoire, implanté nos bases, nos sections, nos coordinations, afin qu'il y ait un réveil nouveau pour la politique ivoirienne. Nous sommes l'alternative crédible de la Côte d'Ivoire et nous savons que les jeunes de Côte d'Ivoire nous écoutent. Bien avant les questions des consultants, est-ce que vous pensez que les jeunes vous entendent quand vous passez des messages dans les différentes villes? Je vous réponds très simplement par mon système de parrainage qui a été bouclé. Vous voyez à la télévision, je prends par exemple le candidat Jean-Louis Billon qui est mieux connu que moi sur le plan de... Qui a déposé aujourd'hui sa candidature. Il n'a pas validé 24 régions, il n'a fait que 20 régions. Dr Michael Loba ici a fait 24 régions. En plus de cela, il y a l'honorable Assani Tchomoko qui est bien connu, qui n'a pas aussi fait ce que nous avons fait. Pour dire que la politique, ce n'est pas seulement ce que nous entendons, ce que nous voyons, mais la politique, c'est le terrain. Et nous sommes des hommes du terrain. Et c'est bien pour nous parce que nous savons que 2025, c'est pour nous. Bien, Valentin Zawi. Oui, alors messieurs, vous savez que nous sommes un pays jeune, parce que quand on considère les références de l'ONU, on dit on est jeune de 10 à 24 ans, mais par rapport à nos réalités, nous on dit c'est de 15 à 35 ans. Et quand on considère cette tranche d'âge, c'est près de 75% de la population qui se situe dans cette séquence-là. Mais en même temps, quand on prend tous nos scrutins, les jeunes ne sont pas forcément ceux qui vont le plus, n'est-ce pas, participer au vote. Alors, finalement, c'est ceux qui vous comptez pour vous faire élire, parce que vous êtes jeune, d'accord, mais ce n'est pas les jeunes qui élisent les présidents dans ce pays. Jean-François Kouassi. Alors, nous comptons sur le peuple pour nous faire élire. Et quand on dit qu'on est candidat de la jeunesse, c'est vrai, ça peut paraître réducteur, sinon ça peut paraître exclusionniste, mais ce n'est pas le cas. Celui qui tient les jeunes tient aussi le parent. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les parents espèrent, c'est qui est ce dirigeant, qui est ce président qui pourra assurer l'avenir de leurs enfants. Et si leurs enfants leur dit
Si les enfants leur disent que voilà notre candidat, voilà celui qui a un projet pour nous, voilà celui qui peut présider à nos destinées, celui qui peut améliorer nos conditions de vie, celui qui peut régler nos problèmes de chômage, celui qui peut régler nos problèmes d'éducation, je pense que les parents vont s'aligner. Mais justement, M. Kouassi, c'était là, j'allais dire, le sens un peu caché de ma question. Est-ce que finalement, ce n'est pas une contradiction, le fait de dire justement, de vous positionner comme candidat des jeunes, alors que derrière, si vous êtes candidat des jeunes, ce n'est pas sûr que les parents vous suivent. Il y a une sorte de contradiction par rapport à la communication politique qui est la vôtre. Absolument pas, il n'y a pas de contradiction. C'est une forme de communication stratégique. Parce que aussi, la politique, si vous voulez, la politique se nourrit de division. Oui, je sais que vous le savez déjà, la politique aime aussi la division parce qu'il faut diviser pour que aussi les jeunes se sentent dans le mouvement. Si vous voulez, vous les doyens, vous nous faites difficilement confiance. Voilà. Et comme nous sommes en démocratie, et la démocratie c'est le jeu de la majorité, même si c'est le pouvoir du peuple, mais c'est la majorité qui l'emporte très souvent. Et après, on s'impose aux autres et on prend en compte leurs avis pour gouverner. Mais je veux vous dire ici simplement que en me faisant appeler le candidat des jeunes, je galvanise ma troupe qui est derrière moi et les jeunes se sentent dans la chose parce que nous sommes aussi dans un contexte qui a longtemps été dominé par la gérontocratie, comme mon confrère vient de le dire tout à l'heure, la gérontocratie. Donc, en entendant qu'il y a un candidat des jeunes qui est là, les jeunes se sentent dans la chose, les jeunes se reconnaissent en lui, les jeunes s'identifient à lui et ils se rassemblent autour de lui. Donc, c'est rassembleur pour les jeunes et si vous voulez, ça galvanise. Voilà là. J'ai quelques réserves, mais bon. Bien. Ça ne garantit rien du tout, mais bon. Bien, allez-y, plus cher Balé. D'accord, merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord les féliciter pour leur, on va dire, audace, parce que ce n'est pas évident. Je connaissais déjà, j'avais déjà rencontré Dr Louba, mais lui, je ne l'avais jamais vu et je trouve qu'il s'exprime quand même assez bien. Malheureusement, jeunesse va aussi avec inexpérience. Donc, j'ai 3 petites questions. Quelle expérience... On va commencer par Dr Michael Louba. C'est individuellement. C'est à son tour de... Bon, dans tous les cas, moi, je pose les 3 questions aux deux, et puis vous allez... D'accord. Donc, quelle est votre expérience en matière de gestion? Parce que gérer un pays, ce n'est pas gérer une association, ce n'est pas gérer un club, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, quelle est votre expérience qui vous met en confiance pour pouvoir gérer un pays? Et puis, quelle est la représentativité de vos mouvements? Combien de membres revendiquez-vous? Est-ce que vous êtes assuré que ces membres-là se sont inscrits sur la liste électorale? Parce que déjà en 2020, pour plus de 7 millions d'électeurs, on a eu seulement 3 millions qui ont voté. C'est pour dire que ce n'est pas évident. Et est-ce que vous remplissez toutes les conditions pour vous présenter? Et ça me permet de rebondir sur ce que lui, il a dit tout à l'heure concernant les candidatures, M. Kouassi, voilà. Concernant les candidatures qui s'équivalent, elles s'équivalent dans le principe, mais dans les faits, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui viennent juste pour se faire voir ou pour d'autres intérêts que vraiment la victoire. Voilà. Je ne sais pas si mes 3 questions ont été... Bien, Dr Michael Louba. Si on veut récapituler, la première question, il s'agit de notre représentativité. Votre expérience politique. Ensuite, notre expérience politique. J'ai été pendant 8 années président, comme vous l'avez dit, et comme vous, d'une organisation, d'une OSC. Alors, quand on parle des OSC, les organisations de la société civile, ce sont des organisations qui fonctionnent sous fonds propres. Alors, si quelqu'un, aujourd'hui, est capable de prendre l'argent de sa popote, est capable de prendre l'argent de son carburant, de son loyer, pour sillonner la Côte d'Ivoire afin de parler de réconciliation et de paix, alors il respecte un principe fondamental qui lui permet d'être président de la République. Parce que pour être président de la République, la première condition, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'expérience, c'est d'abord le patriotisme. C'est une forme de patriotisme. Donc il n'affame pas sa famille non plus, hein, parce que non, bien sûr, on fait des sacrifices, puisqu'il y a certains leaders qui sont allés en prison avec leur famille. Mais c'est ça aussi la volonté politique, et c'est ça l'homme politique. Il s'attend à tout, et nous sommes prêts à tout. Alors, je reviens encore pour le deuxième fait. Vous parlez de l'expérience. Oui, je prends l'exemple du président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara. Effectivement, ils ont d'abord, je prends le cas d'abord du président Laurent Gbagbo qui était fonctionnaire.
enseignant au lycée, mais qui, lui, avant d'être président de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Quel rôle a-t-il joué dans la gestion de l'administration ivoirienne? C'est tout comme nous qui travaillons aussi pour la gestion de la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas de différence et il n'y a même pas d'inadéquation entre leur passé et nous. Ça, c'est encore ce point. Ensuite, je prends encore le moment où le président Laurent Gbagbo et ses amis ont lutté dans le secret pour atteindre leur objectif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait qui a augmenté le PIB de la Côte d'Ivoire. Ils ont simplement posé des principes de leurs idéaux. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que chez nous, MNRP, le Mouvement national pour la réconciliation et la paix de Côte d'Ivoire, est un mouvement basé sur la paix parce que nous disons sans la paix, on ne peut rien faire dans ce pays. Ensuite, après cette paix, nous avons envoyé des jeunes Ivoiriens en formation dans le domaine de la gestion, la prévention et surtout du règlement des conflits. Nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc nous préparons les sillons ou les terrains bien aplanis d'une politique claire, sans péché, afin que toute personne puisse aujourd'hui s'exprimer, comme l'ont fait nos pères d'alors. Je reviens maintenant sur le président Alassane Ouattara actuel. Avant qu'il ne soit président de la République de Côte d'Ivoire, quelle est la portion de bitume qu'il a posée sur ce territoire ivoirien? Il n'a fait que proposer des solutions et les Ivoiriens lui ont fait confiance. C'est de cette même manière que Dr Michael Louba aujourd'hui dit, lorsqu'il prendra le pouvoir, la première des choses qu'il fera, c'est de libéraliser le secteur de l'électricité et de l'eau. Et ça, c'est clair. En fonction de cette libéralisation, l'électricité et l'eau seront quasi gratuites en Côte d'Ivoire. Et c'est un fait, c'est palpable. Oui, mais je vous démontre ça très simple. On a entendu des promesses par le passé qui n'ont pas été réalisées. Mais bien sûr. Vous vous basez sur quoi pour rendre l'eau et l'électricité gratuites en Côte d'Ivoire? Je vous réponds cela systématiquement. Ce qui a été fait pour le secteur de la télécommunication. En 1999, chers frères, la minute était à combien? À 1000 francs quasiment. La puce était à combien? À 35 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il y avait seulement un seul opérateur dans ce domaine. Quelques années après, il y a un autre réseau qui s'ajoute. Et on passe maintenant de 35 000 francs à 15 000 francs la puce. Il y a maintenant une certaine catégorie de la population ivoirienne qui a droit maintenant à la télécommunication. Quelques années plus tard, on revient encore avec un autre opérateur qui va qui casse de 35 000 francs à 2 000 francs. C'est à ce moment que moi, étant élève, en classe terminale, j'ai pu avoir un téléphone. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'ils ont fait cela, vous savez que quand il y a une nouvelle téléphonie ou bien un nouvel opérateur, tout le monde est obligé de s'aligner au prix du dernier. C'est ça l'effet de la concurrence qui profite à la population. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'ils ont fait cela, il y a encore un autre qui est venu qui dit, bon, c'est gratuit, on ne paye plus de puce. Voilà où est sortie la gratuité de la puce. Alors, fort de cette expérience, moi, Dr Michael Louba, je me présente aux Ivoiriens, je leur dis, on fera de la CIE et de la SORECI ce qu'on a fait pour la télécommunication. Ce sera quasi gratuit avec nous. C'est très simple, nous avons la volonté politique. L'interrogation demeure, hein, comment l'eau et l'électricité seront de manière gratuite en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas dit gratuit, je dis quasi gratuit. Vous l'aviez dit. J'ai dit quasi. Depuis que je parle, j'ai dit quasi gratuit. La première fois, vous aviez dit gratuit. Mais si dans mon prolongement, si dans mon développement, je n'ai pas de quasi, parce qu'une idée ne se fait pas seulement par l'introduction. Elle se fait en introduction, développement et conclusion. Bien, alors, dernière question qu'elle avait posée. Est-ce que vous remplissez aujourd'hui les conditions pour être candidat à la présidentielle? Surtout le parrainage et les 50 millions. J'ai déjà répondu à la question du parrainage. Les 50 millions de francs CFA. Les 50 millions, nous sommes un parti politique. Donc si dans ce parti politique, il y a un comité de cadres. C'est un mouvement ou un parti? C'est un parti politique. Comme mais qui porte comme le MGC. Le mot mouvement, le sigle mouvement est simplement dans la connotation politique. D'accord. Okay. Voilà. Maintenant, quand je reviens à ce niveau, vous me demandez au niveau de l'âge, d'abord, ça c'est bouclé parce que j'ai déjà dépassé 35 ans. Dans les 50 millions, ce n'est pas un souci. Je vous dis, nous sommes tout simplement un mouvement politique, un parti politique. Dans un parti politique, il y a un comité de cadres, il y a les cotisations qui se font. Simplement 100 fonctionnaires. S'ils doivent donner 50 millions, vous faites le calcul. C'est rien. Ce n'est pas la mer à boire. Tout est question d'organisation, de sérieux et surtout d'objectivité. C'est pourquoi nous sommes en politique et nous savons que nous pouvons faire basculer les choses. Parce que pour nous, demain commence maintenant et demain appartient à la jeunesse. Bien. Jean-François Kouassi, vous aussi, votre expérience politique et puis votre représentativité, également les conditions des candidatures sont-elles remplies pour vous? Alors, merci. Je vais commencer par l'expérience. Il faut dire que je suis chef d'entreprise. Voilà, et depuis très longtemps... Dans quel domaine, pardon? Dans le domaine de l'agriculture, d'accord, dans l'élevage, dans l'immobilier aussi.
Et depuis très longtemps, je suis très engagé au plan communautaire. Et j'ai fait plus de 10 ans dans un grand parti politique. On peut savoir le... Non, je ne dirai pas le nom. Il est candidat, il va faire la Voilà. publicité. J'ai fait 10 ans dans un grand parti politique. Et j'ai occupé des hautes responsabilités, des hautes fonctions dans les organes de jeunesse. Donc vous pouvez en être rassuré, j'ai quand même une petite expérience. Mais je veux aussi vous dire qu'on n'a pas forcément besoin d'expérience pour venir en politique. Mais pour diriger la Côte Venir en d'Ivoire, politique, pour diriger la Côte d'Ivoire, Même pour, c'est deux diriger choses différentes, même pour hein. diriger la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'expérience. Ah oui? Moi, je ne vous dis pas que c'est moi seul qui vais gouverner la Côte d'Ivoire. C'est une équipe. Le président de la République, c'est lui on voit, mais il se fait entourer d'une équipe. C'est vrai que la Constitution dit que c'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation, mais il se fait entourer, il est entouré d'une équipe. Ce que le président dit n'émane pas forcément de lui, c'est lui qui le dit, mais peut-être que c'est un conseiller qui lui a soufflé à l'oreille, ou etc. Mais il est entouré d'une équipe, il a un collège de conseillers. Je vais vous dire que pour gouverner un pays, on a juste besoin de la vision. Et en même temps, je vais anticiper une autre question. Ceux qui disent, mais pourquoi vous ne commencez pas par un poste électif, par une élection locale, Député, maire. député, maire ou etc. Je vous dis que la vision que j'ai, la vision que nous avons, il faut qu'on soit au sommet pour la réaliser. Et ça, ce n'est pas discutable. Il faut qu'on soit au sommet pour la réaliser. Cette vision, elle est tellement grande, elle est tellement grandiose que si on n'est pas au sommet, on ne saurait la mettre en pratique. Maintenant, pour ce qui est de la représentativité, nous avons lancé un mouvement tout récemment qui a rencontré une adhésion massive, l'assentiment populaire chez les jeunes. Les jeunes se sont, de manière spontanée, proposés d'être nos représentants dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui nous a facilité d'ailleurs la collecte des parrainages. C'est vrai que ça a été assez coûteux, ça nous a coûté, il faut le dire, la peau. On ne dira pas. La peau, voilà. Justement, La peau de ce concert. C'est pas une histoire de paix, déjà. Mais vous voyez, mais il faut dire que on l'a fait avec les moyens que nous avons, les moyens des bords. Pour ce qui est du cautionnement, on a eu des partenaires qui se sont proposés de nous aider. Parce qu'ils ont vu le sérieux qu'on a fait. Ils ont vu nos activités, nos actions sur le terrain. On s'est déployé partout, sur le terrain. Maintenant, pour ce qui est de la faible participation des jeunes, sinon des populations au Les scrutin, jeunes particulièrement au scrutin. particulièrement des jeunes qui représentent à peine 30% de l'électorat. Oui, les jeunes représentent 30% de l'électorat. Voilà. Donc, mais là, ça s'explique par beaucoup de facteurs. Ça s'explique par beaucoup de facteurs. Depuis, nous avons lancé notre candidature, mais les jeunes nous ont appelés de partout. Mais est-ce qu'on peut encore se faire enrôler? Est-ce qu'on peut se faire enrôler? Nous avons milité pour qu'on relance l'opération de l'enrôlement avant les élections. On n'a pas obtenu gain de cause. On avait espéré que l'ensemble de l'opposition nous accompagne dans cette démarche, ce qui n'a pas été le cas. Sinon, les jeunes nous ont appelés pour dire, mais comme maintenant on a un candidat en qui on se reconnaît, une personne à qui on s'identifie, mais on veut se faire enrôler pour un changement, pour un renouvellement de la classe politique. On ne les a pas beaucoup entendus, les jeunes dont vous parlez, là. Si, ils m'ont appelé, ils nous ont appelés et ils ont demandé, est-ce qu'il est possible qu'ils puissent se faire enrôler à nouveau? Parce que maintenant, ils ont de nouvelles acteurs, des acteurs en qui ils se reconnaissent, des acteurs qui sont plus ou moins de leur génération. Parce qu'effectivement, on en a marre de ces vieux qui nous bloquent le pays à chaque 5 ans. Il faut que je le dise. Je le dis ici en toute responsabilité, je l'assume. Bien, Président. On va dire ça pour les vieux aussi, hein. La dernière question que Pucherik Balé a posée, est-ce que vous remplissez toutes les conditions pour être candidat Pour ce qui est des aujourd'hui? conditions, nous les remplissons à 100%. Ah, vous avez donc les 50 millions. Les 50 millions sont disponibles. Les partenaires, vous avez Ils dit. ne viennent pas de notre poche, forcément. Bien sûr, je suis un enfant de mais pauvre. selon certaines indiscrétions, vous étiez à 20 millions de francs CFA. Oui, mais on était à 20 millions et c'était une cagnotte qui était ouverte. Une cagnotte, c'est-à-dire on avait appelé à une participation, une contribution participative. Donc elle était dynamique et Dieu voulant, grâce à Dieu, et des personnes généreuses, charitables se sont proposées de nous accompagner dans cette démarche parce qu'on leur a donné les garanties dont elles avaient besoin.
Bien. Mais Alors, justement, tes j'avais amis. 2 questions, mais je commence par votre chute là. Dès l'instant où on veut être candidat d'un pays qu'on n'a pas les moyens de sa politique, sans jeu de mots, et qu'on est financé par des personnes, est-ce que ces personnes demain ne vont pas vous exiger de faire des choses finalement qui ne sont peut-être pas dans votre vision? Ça, c'est ma première question, le fait de ne pas être autonome en termes de financement. L'autre question, je voulais vous faire réagir parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu bousculé. Vous dites qu'on n'a pas bien d'espérance pour gérer un pays. Je pense que c'est ce qu'on a comme production en Afrique, où il y a des personnes qui sortent du néant, qu'on retrouve dans nos ministères, qu'on retrouve dans les organes de décision, qui ne savent pas comment fonctionne l'État. Ailleurs, parfois, on fait son chemin, on a un cabinet ministériel, on apprend le job pour aller comme quelqu'un, et c'est comme ça qu'une fois qu'on a un certain niveau, on sait comment fonctionne le pays. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui gèrent nos pays, qui ne savent pas comment fonctionne le pays. Donc, on me dit qu'on n'a pas bien d'expérience pour gérer un pays, quand même, je me dis, ça fait un peu froid dans le dos. Oui, je l'ai martelé, j'assume. On n'a pas besoin d'expérience. Pour gouverner un pays, la valeur la plus importante, c'est la volonté. Et mon frère aussi l'a mentionné tout à l'heure, le patriotisme. Oui, ça suffit. Ça ne suffit pas. Si, pour moi, ça suffit. Il faut avoir la volonté. Parce que je veux prendre le cas du président Ouattara, qui nous a fait de très belles promesses. Où en sommes-nous par rapport à ce qu'il nous a promis? C'est la question qu'on vous pose, c'est à vous de Mais répondre. voilà, je veux vous dire qu'il y a un manque de volonté. Parce que si on a les ressources, qu'on ne fait pas ce qu'on a dit, c'est qu'on ne veut pas. À quel niveau? Je peux renchérir. Allez-y. Mais à quel niveau? Mais tout est là. Je vais renchérir tout simplement. J'aborde dans le même sens que mon confrère, dans la mesure où, quand vous voyez l'historicité de certains dirigeants dans ce monde, on n'a pas seulement, comme on le dit, besoin de l'expérience, on a aussi besoin et de l'expérience et aussi de la connaissance. Bon, nous sommes assis ici, des personnes titulaires des Bac plus 5, Bac plus 6. En plus d'être consultant en communication politique, je suis ingénieur de conception et gestion des ressources humaines. Mais il y a quelle différence au plan intellectuel avec ceux qui ont déjà dirigé ou ceux qui dirigent le pays actuellement? Ça, c'est d'abord un niveau que nous devons relever. C'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes qui ont l'esprit ouvert. Alors, quand on a l'esprit ouvert, nous envoyons les capitaux. Je reviens encore au titre du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, lui-même ne pouvait pas payer ses 50 millions lorsqu'il travaillait, parce que quand on fait déjà les calculs de ses biens, quand il travaillait, une seule personne ne peut pas payer 50 millions et faire une campagne comme nous la voyons aujourd'hui. Vous parlez Je parle du président actuel, le président Alassane Ouattara. Je parle également, oui, je parle du président Alassane Ouattara, parce que nous connaissons, il a officiellement dit ce qu'il gagnait. Donc, il faut être clair que c'est une organisation qui prétend briguer la magistrature suprême avec à sa tête un leader. Donc nos organisations sont tellement très bien ficelées qu'il y a des financiers. Quand ils parlent des partenaires, les partenaires peuvent être des partenaires internes du mouvement. Voilà, chez nous, on parle de comité des cadres. Il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes politiques, il y a des travailleurs, des fonctionnaires. Donc c'est de là que viennent nos ressources. Et je vous mets au défi de nous dire aujourd'hui quel homme politique est capable de lui-même financer sa campagne jusqu'à obtenir le résultat probant. C'est impossible et c'est quasi impossible. Je le dis encore avec détermination. Non, la campagne, pardon, c'est autre chose. Là, on parle déjà de la caution. Oui, mais la caution. Oui, mais quand on paye la caution, vous oubliez que nous puisions dans nos ressources, nos comptes. Qu'est-ce que nos enfants vont manger? Les impôts et tout cela. Pour des personnes, Alassane Ouattara n'est pas un homme d'affaires, ce que je sache, c'est un fonctionnaire. Or, nous connaissons comment est-ce que le fonctionnaire est rémunéré. Ce sont des hommes d'affaires qui sont très riches. À l'international. À l'international, il n'est pas payé à des milliards par an. Il disait qu'il était mieux payé que l'ancien président américain. Exactement. Vous l'avez si bien entendu. C'est ce qu'il a dit. Bien. Alors, Jean-François Kouassi, 35 ans, c'est l'âge minimum pour être candidat en Côte d'Ivoire. Vous vous opposez à cette disposition en vigueur en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors, pour quelques raisons qui sont assez Vous n'avez simples. pas encore les 35 ans? Bien sûr que moi, je n'ai pas de problème à ce niveau, mais j'étais juste solidaire de ces jeunes frères. Vous avez quel âge, monsieur? J'ai eu mes 35 ans le 12 mai passé. D'accord. Alors, je suis juste solidaire de ces jeunes candidats déclarés, mais qui sont malheureusement frappés par cette condition d'éligibilité. Et que je dénonce d'ailleurs, parce que je la trouve discriminatoire, exclusionniste. Vous comprenez? Parce que vous voyez, cher monsieur, chère madame, si aujourd'hui on devrait convoquer un référendum, donner la possibilité aux jeunes
et leur demander quel est l'âge que vous souhaiteriez qu'on fixe pour être éligible à une élection présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui, cet article 55 de la Constitution, il sauterait instantanément. Parce que l'Agence nationale de statistiques a révélé que plus de 77% de la population a moins de 35 ans. Or, est jeune, est jeune toute personne âgée de 15 à 35 ans. Bon, ça veut dire que la politique n'est pas la fête des jeunes. C'était ça le sens de ma première question, justement. Vous comprenez? Tandis que d'un côté, on prétend mettre des politiques en place pour inciter les jeunes à s'intéresser à la politique. De l'autre côté, en même temps, on vote des lois en catimini avec des gens. Oui, parce que j'estime que cette constitution elle a été faite en catimini. Oui. Pardon Oui. Catimini, il y a eu un Catimini. référendum. Alors, pour terminer rapidement sur ce point, vous proposez quel âge alors? Nous proposons, parce que si à 25 ans on peut être député et voter des lois qui engagent la vie de la nation, si à 25 ans on peut consentir le budget de l'État, si à 25 ans on peut consentir l'impôt, si à 25 ans on peut, contrôler l'action gouvernementale, c'est qu'à 25 ans, nous sommes en mesure aussi de gouverner. Non mais pardon, Bien. ça Alors manque nous de allons cohérence, malheureusement là. passer à... Autant 18 ans alors, Bien. si on Bien. est électeur. Merci bien. On passera à un autre point de cette émission. Il s'agit de la coordination de 5 jeunes candidats à la présidentielle. Je vous invite à suivre ce reportage. 5 jeunes candidats à la présidentielle d'octobre 2025 décident de jouer collectif réunis au sein d'une coalition inédite. Ils entendent parler d'une seule voix désormais pour bousculer la scène politique ivoirienne et incarner le renouveau tant attendu, une stratégie audacieuse qui pourrait bien redistribuer les cartes de la conquête du pouvoir d'État. Le point de cette conférence de presse animée hier avec Stéphane Kouassi. Les jeunes candidats déclarés à l'élection présidentielle d'octobre 2025 ont décidé de faire unir leurs forces. 5 leaders issus de différents mouvements politiques ont choisi de parler d'une seule voix en formant une coalition dénommée Collectif des jeunes candidats déclarés à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Objectif, impulser un véritable renouvellement de la classe politique ivoirienne. Depuis un certain temps, des décennies, la sphère politique ivoirienne a été caporalisée par une certaine élite que nous voulons maintenant détrôner parce que depuis ces temps, il y a toujours des grognes, il y a toujours la répétition des problèmes sociaux qui existent. Nous voulons et nous nous revendiquons être l'alternative crédible pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi au niveau de la Constitution qui écarte certains parmi nous, à savoir la limitation de l'âge avant 35 ans pour prétendre briguer la magistrature suprême. Nous voulons tout simplement, après avoir adressé une lettre à la CEI, nous voulons officiellement dire que nous ne sommes pas d'accord pour cela. La majeure partie des électeurs, c'est tout à fait normal que nous soyons assis ou même être à la tête des décisions de ce pays. Nous avons essayé de conjuguer nos efforts pour que la jeunesse ivoirienne puisse avoir une candidature pendant ces élections, de sorte que, peu importe la situation qui se présentera après les décisions du Conseil constitutionnel, nous puissions nous aussi avoir une image à vendre, qui est d'ailleurs la meilleure. Ces jeunes acteurs de la scène politique affirment ne pas vouloir rester en marge de la course à la conquête du pouvoir d'État. Ils se disent prêts à aller jusqu'au bout, quitte à se ranger derrière un seul candidat pour représenter leur coalition. Nous appelons toute la jeunesse ivoirienne afin que nous puissions ensemble nous mettre, afin de parler d'une voix commune, comme tous les jeunes leaders ici qui sont candidats, qui ont des projets de société véritablement possibles. Nous appelons toute la jeunesse ivoirienne à regarder la politique autrement, car nous sommes le présent et le futur de ce pays. Parmi eux, Dabé Nobo du Front patriotique panafricain, Dr Louoba Michael du Mouvement national pour la réconciliation et la paix, Traoré Namori du Mouvement des leaders pour une Côte d'Ivoire, Kwame Amani Denissar de la Valette du mouvement Nous sommes un et Kouassi Jean-François du mouvement des jeunes de Côte d'Ivoire. Derrière ces noms et partis se dessinent certes des ambitions politiques, mais surtout une volonté commune, offrir à la Côte d'Ivoire
une alternative crédible, moderne et inclusive. Voilà, nous avons ensemble suivi cet élément qui revenait sur la conférence de presse animée par 5 jeunes candidats à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Plus cher, les questions. Oui, à l'image ou à l'instar des partis politiques traditionnels qui sont en coalition par rapport à cette élection présidentielle, avec l'élément que nous venons de voir, est-ce que vous êtes en train, vous aussi, d'aller dans le même sens? Et est-ce qu'il ne serait pas plus, on va dire, plus stratège de fédérer dès le départ vos capacités, voilà, plutôt que vous attendiez peut-être un second tour avant de véritablement vous mettre ensemble, puisque vous avez commencé? Quelles sont les véritables motivations et la stratégie je ne sais pas si c'est une alliance, c'est vous qui allez nous le dire, mais de ce que vous avez commencé avec vos camarades? Je vous remercie. En tant que porte-parole de cette coalition, il faut dire que les partis classiques ont leur mode opératoire à eux, mais nous, la nouvelle génération, vous voyez dans toutes les communications qu'on fait, lui c'est vrai, c'est le candidat des jeunes, moi je suis le candidat de la nouvelle génération. Vous comprenez, nouvelle génération tout simplement, pas par l'âge, mais nouvelle génération par la manière de voir la politique. Pourquoi nouvelle génération et pourquoi nous sommes différents des autres et comment est-ce que nous sommes constitués? D'abord, je vais répondre par la fin. Comment est-ce que nous sommes constitués? Si vous avez suivi bien l'élément qui vient de passer, il est dit que nous allons conjuguer nos efforts pour que, après la validation des candidatures, nous puissions donner un seul candidat. Ah, ok. Voilà. Donc pour nous, c'est différent. Nous allons donner un seul candidat d'un commun accord et ce candidat va représenter cette nouvelle génération. Et vous vous faites mutuellement confiance sur ce coup-là? On ne va pas voir comme ça se fait chez les Nous gars. avons déjà ratifié cela par test écrit. Et ce jour-là, si vous voyez ce bout de non, papier... ce qu'il demande, c'est est-ce que Oui. vous vous connaissiez avant, vous faites suffisamment confiance on ne peut pour avancer ensemble? On ne peut pas à 100% se faire confiance. Mais ce qui est important, il faut acter les décisions verbales. C'est ce que nous avons fait. Ensuite... Mais une chose est d'acter, mais d'appliquer. C'est ça, ouais. Bien sûr. Donc, nous avons acté. Le premier pas, c'est d'abord de dire, d'abord même de penser, ensuite de dire et de matérialiser. Ensuite, maintenant, comme vous avez dit, de la bonne foi, je ne suis pas Dieu. De toutes les façons, l'intention est déjà bonne. Et nous sommes sur une bonne voie et nous pensons que la jeunesse a compris. C'est déjà la première réponse à votre question. Je rebondis maintenant au deuxième point. Au deuxième point. Chère madame, depuis 1960, nous assistons à une forme de tontine politique. Ceux qui sont en alliance aujourd'hui ont déjà été ennemis une fois, amis une autre fois, et aujourd'hui se préparent pour certains, en 2025, à être ennemis pour d'autres et amis pour certains. Nous, la nouvelle génération, ne nous reconnaissons pas dans cette forme de politique ou dans cette forme d'alliance, parce que ces alliances ne priorisent pas l'intérêt commun, l'intérêt d'un peuple. Nous, aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure, dès l'entame de mon propos, de la libéralisation du secteur de l'électricité et de l'eau. Parce que nous sommes issus des couches défavorisées. Pour 5 000 francs, nous avons connu des coupures d'électricité et de l'eau. Pendant que ces personnes qui ont toujours géré ce pouvoir n'ont jamais connu cela. Nous avons une nouvelle politique que nous voulons inculquer à la classe politique et aussi à la population ivoirienne. Chère madame, nous sommes déterminés, nous sommes décidés à changer les choses dans ce pays. Alors, si nous ne nous faisons pas confiance en nous-mêmes, à qui d'autre allons-nous confier le fait de nous faire confiance? A priori, nous sommes déterminés dans ce domaine-là parce que notre alliance et cette alliance que vous voyez sont des jeunes qui ont été approchés. Vous voyez, des mouvements et des partis politiques qui ont duré pendant longtemps. Mais il y a des mouvements, comme on le connaît en Côte d'Ivoire, qui sont parrainés. Mais ces mouvements n'ont jamais été parrainés. C'est des jeunes leaders dans l'âme qui d'un commun accord, en toute conscience, se sont mis pour dire que cette année, il faudrait que la jeunesse soit candidate aux élections de 2025. Alors, c'est très simple. Si nous nous sommes mis d'accord, c'est que nous sommes prêts à renverser ces différents partis classiques qui sont là. Ceux qui sont là n'ont jamais été ennemis.
Et je me vois très mal en train de dire à mes amis, pour le fait d'un président de détester notre président. Parce que c'est des amis. Nous, leur amitié a commencé avant même que certains parmi nous ne naissent. Et pour certains, pendant qu'on était encore adolescents. Bien, docteur Michael Louba, merci. On marquera une courte pause, c'est l'heure de la... Et la seconde, et donc la dernière, c'est finalement, qu'est-ce que vous recherchez en vous coalisant? Parce que bon, là, vous nous parlez des jeunes, mais on dit en même temps en Côte d'Ivoire, pour être jeune, c'est maximum 35 ans. Vous avez plus de 35 ans. Donc finalement, pour qui est-ce que vous battez? Ce n'est pas maximum 35 ans. Parce que la constitution ivoirienne ne prévoit pas, ne définit pas la jeunesse en fonction de l'âge. Elle ne s'est fait qu'appuyer sur les recommandations de l'Union africaine et de la CEDEAO. D'accord. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a une référence. Il y a une référence. Oui, donc, voilà. Donc me rejoignez. Voilà. Donc en Côte d'Ivoire, nous ne considérons pas, ou l'État ivoirien ou la constitution ivoirienne ne limite pas la jeunesse dans un carnaval d'âge. Mais c'est en fonction des Dans la pratique, c'est ce qui dans la pratique, dans certains, voilà. Ça, c'est en se référant aux recommandations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Mais il faut dire qu'il y a d'autres instances mondiales qui émettent même la jeunesse de 16 à 40 ans, en fonction aussi, oui. De 10 à 24 ans pour l'ONU. Oui, voilà, par exemple, de 10 à 24 ans pour l'ONU, en fonction de certains fonctionnements. Mais en Côte d'Ivoire, je vous le dis clairement, et je suis sûr de ce que je suis en train de dire, la jeunesse est en fonction de certains traits de fonctionnement dans les services privés, dans les actions sociales. Mais dans la pratique, docteur, c'est 35 ans qu'on voit. Mais quand quelque chose n'est pas acté de façon légale, moi je parle de pratique, pas en fait. facilement le dire. Alors, la prochaine question à Jean-François Kouassi. Monsieur Kouassi, alors pour rester encore d'un mot sur votre coordination, j'ai cru comprendre que vous mettiez ensemble et qu'après vous vous alliez derrière quelqu'un. Pourquoi est-ce que dès maintenant, plutôt que de faire de la communication, ça veut dire juste... 50 millions fois 5, ça fait 250 millions. Merci, M. Sidik, pour le calcul. Je ne suis pas très bon en maths. Non, je déconne. Pourquoi est-ce que dès maintenant, vous ne prenez pas cette décision et que vous voulez le faire à terme? Je ne comprends pas. Mais c'est pour... merci. C'est pour maximiser nos chances d'être retenu. Aller à 5, c'est plus... Vous allez candidater de façon isolée? Oui, justement. Chacun de son côté? Chacun de son côté, pas celui qui est retenu. Si c'est une candidature qui est retenue, 2 candidatures, ceux qui seront retenus seront soutenus par les autres. Il y a un doute parce que vous avez dit que vous remplissez toutes les conditions. Là, j'entends si. Oui, mais jusqu'ici, la décision de la validation revient au Conseil constitutionnel parce qu'avec les parrainages, voilà pourquoi je ne me suis pas longtemps prononcé quand vous avez demandé si vous pouvez vérifier. Mais il y a un problème de croisade parce que faut être sûr que les parrainages que vous avez collectés n'ont pas été collectés avant que vous ne passiez, ou bien des personnes n'ont pas collecté. Mais pardon, mais la CEI a proposé une solution numérique qui permet d'éviter ce problème-là. Alors là, il y a un problème encore. La solution numérique ne marche pas. Bien, ça nous permet en même temps de parler de la situation sociopolitique ivoirienne. Justement, on commence avec le parrainage citoyen. Dans l'ensemble, après avoir mené cette opération, quel bilan vous dressez de cette opération et qu'est-ce qui ne marche pas avec le parrainage citoyen qu'il faut revoir pour les prochaines élections? Alors, c'est vrai, nous on a certes bouclé notre parrainage, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est une opération, mission presque impossible si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Voilà, donc je pense que là, ça aurait dû être, c'est-à-dire une phase pilote, on aurait dû l'essayer ailleurs avant de l'appliquer aux élections présidentielles, parce que les élections présidentielles, comme vous l'avez dit, sont des enjeux assez majeurs pour qu'on vienne nous emmerder avec cette histoire du parrainage. Et je souhaiterais qu'on la supprime. C'est pas une expression très républicaine de nous emmerder? Oui, bon, enfin, moi j'estime que le parrainage n'a pas sa place. Mais c'est la deuxième fois, hein. Il y avait eu en 2020, pour la première fois là, on est à la deuxième. Je m'explique pour la simple raison que le parrainage présente trop d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Quelles sont ces incohérences? Alors, d'abord, au plan technique et au plan financier et au plan même qu'est-ce que je dirais, au plan même au niveau du matériel. Au niveau du matériel, le matériel même ne fonctionne pas à tous les niveaux. Vous voyez, à chaque 5 minutes, le matériel il plante. Et il faudrait attendre 1 heure
pour le réinitialiser. Vous La comprenez? CEI avait donné toute l'assurance. Là, vous nous dites que non, sur le terrain, c'était pas... Non, sur le terrain, c'est tout autre chose. D'accord. Voyez-vous, c'est tout autre chose. Et puis, c'est tellement budgétivore parce que ça bouffe la connexion Internet. C'est un piège. C'est un cadeau empoisonné. C'est vrai qu'on va nous donner, on nous donne les tablettes sans débourser un centime, mais attention derrière. Derrière, c'est tout un budget qu'il faut. Et le parrainage, il est incohérent dans la mesure où on demande à un électeur de parrainer une seule personne, ce qui est en contradiction avec la confidentialité du vote qui est censé être secret. Est-ce que vous allez parrainer quelqu'un que vous n'avez pas l'intention de voter, tandis que vous ne pouvez pas parrainer plusieurs candidats, vous ne pouvez parrainer qu'un seul candidat? Essayons de comprendre un peu et puis on va analyser ensemble. Moi, ce sont des questions que je pose. On a 10 candidats qui sont là. On a 10 candidats, on a 100 électeurs. Et vous avez le droit seulement que de parrainer une seule personne. Mais non, vous n'allez pas parrainer celui que vous avez l'intention de voter, vous n'allez pas le parrainer, mais vous allez parrainer une autre personne. Et nous dire que non, je l'ai parrainé comme ça, je n'ai pas l'intention de le voter, c'est juste un acte banal. Monsieur Kwasi, pardon, hein, Oui. sauf erreur, on a vu 2 candidats comme vous, en l'occurrence le préfet Vincent Tobi et monsieur Assalé Timoko, publiquement prendre la parole pour dire ce que vous dites aujourd'hui. Pourquoi hier, vous n'avez pas publiquement dit ça? Parce que moi, sauf erreur, c'est la première fois que je vous entends. Voilà, Je l'ai dénoncé. On ne vous entend pas beaucoup, hein? Je ne me suis pas beaucoup apaisanti dessus. Ah, ok. Pour éviter qu'après on me traite de mauvaise foi. Donc j'ai voulu qu'on aille, du moment où j'ai voulu qu'on aille droit au but. Mais là, comme nous sommes sur un plateau, je profite de la lucarne pour vous dire que le parrainage, il est incohérent dans la mesure où on ne donne pas le choix à un électeur de parrainer tous les candidats. Si on veut vraiment garder son vote secret, on devait lui donner la latitude de parrainer tous les candidats. Là, on ne sait pas qui que ça fausse le jeu. Ah ben voilà, justement. Ça va fausser le jeu comment? Un citoyen qui parraine tous les candidats. Mais Et la démarche perdrait tout son sens dès l'instant où un seul électeur peut mais si parrainer. mais s'il ne parraine pas, d'intérêt. mais s'il ne parraine pas tous les candidats qui ne parrainent qu'un seul candidat, mais là aussi ça C'est pour éviter ça les viole. candidatures fantaisistes. Mais non, il n'y a pas de candidature fantaisiste. Mais là aussi ça viole le. Mais ce n'est pas un vote, M. Kwasi. Mais est-ce Je que peux parrainer un candidat sans pour autant, le jour du scrutin, le voter, lui donner tandis que sans le parrainage, je ne peux pas être candidat. Est-ce que ça a un sens? Enfin, non, Bien. je pense que c'est deux Bien. choses complètement différentes. Je peux essayer d'aller. Non, on va malheureusement passer à un autre point. On a beaucoup de points à aborder. Docteur Michael Loueba, comment vous évaluez aujourd'hui le climat politique ivoirien à quelques jours de la fin du dépôt des candidatures à la présidentielle et même à moins de 2 mois de la présidentielle ivoirienne? Mais il faut tout simplement dire que le jeu politique ivoirien actuellement, il est fermé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une psychose qui est entretenue depuis plus de 2, 3, 4 décennies. À la veille de chaque élection, vous voyez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, je me rappelle que des gens dans ce pays ont véritablement protesté avec des armes parce qu'il y avait une certaine forme d'exclusion. Aujourd'hui, ceux qui... J'ai entendu sur les réseaux, quelqu'un disait qu'il a pris des armes pour que quelqu'un soit au pouvoir. Des gens disaient qu'ils ont pris des armes pour que leur champion soit candidat. Et même dans les résolutions au niveau de Lilas Makossi, lors de même à Kléber et tout cela, il y avait sur la table des négociations entre partis rebelles et partis au pouvoir d'alors la nécessité d'inclure ou de mettre le nom de tous les candidats, tous ceux qui voulaient candidater sur la liste électorale d'abord et ensuite sur la liste des candidats. Il y a eu des candidatures exceptionnelles. Et cela, c'est vrai qu'après cela, il y a eu quand même les grincements. Mais les grincements qui ont eu lieu ne sont pas le fait de mettre tout le monde sur la liste. Il y a eu une mauvaise foi de part et d'autre. Nous revenons aujourd'hui encore. Il y a cette même répétition. À quoi devons-nous attendre? Nous, au Mouvement national pour la réconciliation et la paix de Côte d'Ivoire, nous appelons à des élections inclusives, à des élections démocratiques et surtout à des élections apaisées. Parce que ce que nous voyons là nous rappelle quelque chose. Nous rappelle 2010, nous rappelle même 2000. Nous ne voulons plus que les enfants des gens se donnent ou que des doctorats, des maîtrises, des licences meurent dans les rues
C'est pourquoi nous appelons une bonne fois pour toutes, c'est encore possible, à une table ronde de négociations, de discussions. Parce que, j'entends cela, il reste 2 mois, on ne peut plus discuter. Il reste 1 mois, on ne peut pas discuter. Mais c'est archi faux. En 2020, vous vous rappelez, pendant les élections de 2020, c'est lorsque le jeune Toussaint a perdu la vie et qu'il y a eu même des atrocités à la télévision que le président Bédié s'est levé pour aller vers son cadet, le président Alassane Ouattara, afin qu'il puisse trouver un consensus. Et nous avons vu un constat amer. Pour nous, on s'est posé la question. Donc, ils attendent que les enfants des gens meurent avant de s'asseoir et discuter. Dès maintenant, le MNRP, le Mouvement national pour la réconciliation et la paix de Côte d'Ivoire, que je dirige, demande à la classe politique ivoirienne de s'asseoir, parce qu'il est encore temps. Cette fois-ci-là, toutes les frontières seront fermées. Je vous remercie. Le Chérif Balé. Maintenant, à Jean-François Kouassi, sur la situation sociopolitique. Ok, bon, c'est dommage que je doive lui parler directement, puisque sa chute est tellement intéressante qu'on aurait voulu comprendre comment et pourquoi on serait obligé de fermer les frontières. Bon, moi, j'aimerais savoir si, dans les conditions actuelles, avec la CEI actuelle, vous pensez qu'il est possible de gagner des élections et comment? Alors, merci. Je pense que, bon, certains membres de l'opposition ont dit beaucoup de choses sur la CEI. Leurs experts ont affirmé avoir élevé beaucoup d'irrégularités. Et même au moment où ils l'affirmaient, j'ai demandé, nous les jeunes, nous en avons appelé à un audit de la liste électorale, en plus de la révision. Donc, il serait important qu'on y jette un coup d'œil, mais est-ce que le temps qui nous est imparti peut nous permettre de le faire? Ça, c'est la première question. Maintenant, pour ce qui est du climat politique actuel, je suis de ceux qui pensent que nous devrions tirer des leçons de notre passé. Et je pense que la paix sociale n'a pas de prix. Rien ne vaut la paix sociale. Parce que je pense que en justice même, en justice, on dit la justice n'est pas là pour dire le droit, mais la première chose qu'elle vise, c'est la paix, je crois. C'est la paix sociale. Je me perds un peu dans... Non, mais le droit permet de... Voilà, le droit doit permettre de garantir la paix sociale. Donc, quand ces personnes attachées au juridisme, ces personnes qui se réclament légalistes, qui veulent coûte que coûte l'application des textes. Mais les textes, les lois, ce sont les hommes qui les font et qui les défendent en fonction de nos besoins, en fonction de nos réalités, en fonction des circonstances. Mais ce qu'on a fait hier, pour certains, pourquoi on ne pourrait pas le faire aujourd'hui? Pour empêcher qu'on ait des morts, pour empêcher qu'on ne sombre dans l'abîme, pour nous éviter ce cataclysme vers lequel on s'achemine dangereusement. C'est pour cela, nous, au mouvement des jeunes de Côte d'Ivoire, par ma voix, en appelant à des élections inclusives et apaisées. Et nous l'avons dit à la gare de bus, à la gare Nord, nous sommes allés parler aux gens pour dire il faut que nos leaders, nos dévanciers s'asseyent autour d'une table, avec nous y compris, parce qu'aujourd'hui notre voix porte, pour qu'on discute. Ce dialogue politique, on doit le leur imposer. C'est ça aussi, c'est ce qui fait la particularité de la République. Notre voix compte. Autant ils sont les propriétaires de la Côte d'Ivoire, autant nous aussi on est propriétaires. C'est tout. C'est toute la beauté de la République. Chaque citoyen possède une portion, une faction égalité de la souveraineté. Elle n'appartient pas à un seul individu. C'est pour cela que je dis que notre candidature, elle est sérieuse. Et même le président ne peut pas nous imposer quoi que ce soit. Il faut qu'on aille tous à la table des négociations. Autant il est le président de la République, autant il est le premier citoyen de ce pays,
Autant moi, Jean-François Kouassi, né à Bobo derrière Rail, autant je suis citoyen, autant ce pays m'appartient. Au même titre que le président de la République, au même titre que mon frère Michael Loba et au même titre que nous tous qui sommes ici dans cette salle. Donc, personne n'a une primauté sur l'autre. Donc, allons à la table des négociations pour discuter avant qu'il ne soit trop tard. Bien. Docteur, il y a des grands partis, comme on le dit, qui voient leurs leaders et candidats qui sont pour l'heure pas éligibles à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que ces partis, dont le PPACI et son allié, le PDC-RDA, doivent boycotter les élections à venir en ne se présentant pas, bien sûr, à cette présidentielle ou en choisissant, selon votre lecture, s'il le faut, un autre candidat, disons un plan B, pour partir à cette présidentielle à venir? Merci. Avant d'abord de répondre à votre question, je vais chuter un peu sur la question de Madame Malé, qui pose la question de savoir est-ce qu'il est possible de gagner une élection dans ces conditions, dans cette nomenclature actuelle que nous présente la CEI. Mais je vous dis, c'est possible. Oui, c'est possible, chère dame. Je vous explique très simplement. Vous voyez, le président Alassane Ouattara, moi je dis à l'opposition de se préparer, parce que nous sommes de l'opposition, il y a deux formes d'opposition. Il y a l'opposition classique et il y a l'opposition moderne. Nous faisons partie de l'opposition moderne qui regardons la structure politique de la Côte d'Ivoire avec plus d'objectivité. C'est quoi la différence, pardon? Non, il y a une grande opposition différence. Classique, opposition moderne. Oui, il y a une grande différence parce que nous n'avons pas les mêmes méthodes. Hier, nous avons fait notre conférence de presse pour parler d'une forme d'exclusion, pendant qu'eux, ils marchent dans les rues pour parler aussi d'une autre forme d'exclusion. Les méthodes sont différentes. Et je vous prie d'accepter cela. Je reviens maintenant à ce que j'étais en train de dire. Qu'il est possible de gagner les élections. Il faut avoir une lecture simpliste de la vie politique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a combien d'Ivoiriens qui étaient à Boribana, à qui ils ont promis des titres fonciers? Ils sont où aujourd'hui? Pensez-vous que ces mêmes Ivoiriens qui ont été, parce que je sais, nous faisons des statistiques, nous voyons, il y a des bureaux de vote là-bas. Où vont-ils aller voter et qui vont-ils voter après? C'est leur décision. C'est la question que je me pose. Mais certains iront même voter. Oui. Bon, je vous dis, il y a un chamboulement. Pour vous dire qu'il y a un bouleversement. Il y a des personnes qui sont à la rue. Un Ivoirien normal, il sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas terminé. Il y a aussi des personnes qui s'abstenaient de voter parce que la sociologie politique de la Côte d'Ivoire nous mène vers le leadership unique et non pas vers le leadership commun. C'est-à-dire quoi? Nous idéalisons des personnes. Nous sacralisons des personnes. C'est pourquoi, avant que le président Gbagbo ne rentre, le PPACI était quasi dormant. Mais regardez ce qui s'est passé dans ces 2 jours-là. Ils n'ont plus peur. Et c'est là un clin d'œil au parti au pouvoir de faire attention. Parce que ce qui est en train de se passer, ce sont des démonstrations de force, ce sont des stratégies qu'ils mettent en place pour dire au parti au pouvoir, si vous ne faites pas ça, on peut faire ça. Imaginez-vous que ceux qui sont sortis dans les rues tout récemment... Bien, non, on ne dira pas ça sur ce plateau parce que nous, médias, ce n'est pas de nos rôles d'amorcer ce genre de propos. Merci. Alors, vous allez répondre à la prochaine question. Oui, certains partis, dont le PPACI et le PDC-RDA, n'ont pas leur candidat éligible à la prochaine élection. Est-ce que vous êtes pour un plan B ou la politique de la chaise vide en boycottant les élections à venir en n'allant pas tout simplement? Nous, en tant que parti politique, nous avons notre mode opératoire, nous. Et au MNRP, nous n'avons pas pour vocation même d'interpréter le fonctionnement des partis politiques des autres. Ils ont décidé, s'ils décident de boycotter, c'est leur affaire. S'ils décident d'avoir un plan B, un plan A, ça c'est leur affaire à eux. Mais pour nous, il est question de pouvoir œuvrer de sorte qu'il y ait des élections apaisées, inclusives et surtout démocratiques. C'est en cela que nous allons à la bataille. Ils ont les armes qu'ils affûtent pour avoir le pouvoir. Nous également, nous aussi affûtons nos armes pour avoir le pouvoir. On constate un manque de solidarité à travers vos propos. C'est la réponse que je voulais vous donner. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne faisons pas la politique classique. Qui vous a dit que quand on est opposant, ça veut dire qu'on est forcément d'accord. La solidarité entre opposants n'est pas une théorie exacte, une science exacte. Est-ce que finalement, vous n'appartenez pas à ceux que certains politiques qualifient d'opposants opposés à l'opposition? Je ne suis pas opposant opposé à l'opposition, mais je suis opposant de celui qui trace son propre chemin. Laurent Gbagbo a une idéologie politique. Nous, au MNRP, notre idéologie, nous ne sommes ni de droite, ni de gauche. Nous ne sommes même pas centristes. Nous sommes purement éclectiques. Allah, c'est un mot que nous n'avons jamais entendu en politique. Mais c'est une nouvelle génération, une nouvelle forme de faire la politique. Qu'est-ce que l'éclectisme politique? L'éclectisme politique, c'est une forme de synthèse. Vous l'avez inventé, ça n'existe pas en politique, ça. Hein? Mais bien sûr. Voilà pourquoi vous devez nous respecter. Voilà pourquoi vous devez nous respecter. Des personnes qui inventent, puisque les inventeurs sont célébrés. Qui a créé le socialisme? Qui a créé le communisme?
comme Kalmas. Aujourd'hui, il est célébré. Alors, merci de... Je prends la voix télé en témoin. Voilà un éminent... Non, mais c'est une boutade, vous m'avez pas compris. C'est une boutade. Moi, en tant que communicant, je la vois comme une qualification. Non, je la vois encore comme parce que le centrisme... le fait d'être adoubé. Donc, pour vous dire qu'au niveau de l'éclectisme politique, nous, c'est une forme de politique que nous avons mis en place qui fait la synthèse de tout ce qui a marché et de tout ce qui n'a pas marché. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire que lui, il a fait bon ou il a fait peu. C'est de faire mieux que ce que nos prédécesseurs ont fait. Si le président Alassane Ouattara a fait 2 ponts, nous, MNF, quand on prend le pouvoir, on fait 10 ponts. C'est ça la nouvelle manière de faire la politique. Et c'est ce que nous voulons inculquer à la nouvelle génération et aux populations. Bien, Chérif Balé. Oui. Il nous reste 2 minutes pour terminer cette partie, malheureusement. Non, en fait, je n'ai pas été satisfaite de sa réponse sur le comment on peut gagner des élections dans ces conditions-là. J'aurais souhaité un comment basé sur des... technique. Voilà, merci. Un comment technique. Voilà. Okay. De façon précise, vous pensez que sur quoi on peut jouer pour gagner dans ces conditions-là? Je vous prends pour exemple, pendant les élections législatives passées, de ces élections tout simplement couplées, il y a des bastions, il y a des RHDP qui ont été battus par des indépendants. Il y a même des bastions il y a eu ce qu'on appelle un revers. Cher Chérif Balé, si les élections sont protégées, sont surveillées et qu'il y a de la transparence, nous n'avons pas peur de la liste électorale. Mais s'il y a de la transparence et que tous les partis, comment dirais-je, les représentants ramènent les informations de façon normale dans leur base, je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a pas de candidat a priori vainqueur. C'est là l'erreur. Il y a des chiffres qu'on nous brandit, comme le dit notre éminent journaliste, ce n'est pas tout qu'on dit sur les plateaux. Mais nous savons que dans le fond, si les Ivoiriens mouillent le maillot, il peut y avoir un changement. Je ne vais pas rentrer, comme vous l'avez dit, dans les thèmes techniques, parce qu'il risque d'écorcher certaines choses. Merci. Bien. Alors, nous sommes au terme de cette partie d'émission, mais nous allons vous consacrer tous 30 secondes rapidement. Quel est pour vous le plus grand défi si jamais vous êtes élu au soir du 25 octobre 2025? Pour moi, le plus grand défi, mon budget de souveraineté sera mis à la disposition de tous ceux qui ont déguerpi. Parce que j'ai fait un calcul très simple. Avec le budget de souveraineté du président actuel, que je ne dirai pas. Vous le maintenez ou vous le revoyez à la baisse déjà de votre je le dis, je suis en train de oui, mais finir. c'est une question pour dire, avec essentielle. le budget actuel, pour dire, je le maintiens, mais je ne l'utilise pas pour moi. Parce que je mets cela à la disposition de tous ceux qui ont été déguerpis. En leur construisant dans un site bien précis des logements à hauteur de 5 millions, des logements sociaux. Cela peut permettre de loger plus de 800 000 Ivoiriens. Mais si c'est 800 000 Ivoiriens, est-ce que ceux qui ont déguerpi, là, ils atteignent 800 000? Donc pour dire que ma politique est basée sur l'humain, parce que mon salaire de président de la République me permettra de vivre tranquillement. Donc ce budget-là, je le redonne au peuple. Merci. Ensuite, j'ai terminé là-dessus. Je termine là-dessus. Mon combat le plus qui me tient à cœur, c'est de rendre l'inscription à l'université gratuite. Ça, c'est d'abord ça. Le transport à l'université doit être gratuit. Et aussi, le transport pour tous les cycles doit être gratuit. Je pense que dans d'autres émissions, puisque nous sommes pris par le temps, vous allez me demander comment est-ce que nous allons le rendre gratuit. Et je vous fais des calculs très simples. Bien, et ce sera pendant la période des campagnes. Allez-y, Jean-François Kouassi. Alors, notre plus grand défi sera de redonner la liberté au peuple du Côte d'Ivoire. Il n'est pas libre, le peuple du Côte d'Ivoire? Pas libre dans notre entendement. Voilà. Quand je parle de liberté, lui redonner la souveraineté. Et quand je ne parle pas de la souveraineté par rapport à d'autres pays, je parle de la souveraineté même telle que le consacre la Constitution, telle que la consacre la Constitution, la souveraineté qui appartient au peuple. Parce que je pense que le peuple il est dépossédé de sa souveraineté au profit d'un seul individu qui est le président de la République. Donc, quand nous prendrons le pouvoir, nous allons redonner le pouvoir au peuple. Nous allons leur redonner la liberté de décider, de choisir. Et leur redonner la liberté et la souveraineté, ça veut tout dire, c'est un champ assez vaste à tous les niveaux. Une fois ils sont souverains, ils décideront de tout. Ils décideront eux-mêmes du modèle de société qu'ils veulent. Ils décideront eux-mêmes de leur pouvoir d'achat. Ils décideront eux-mêmes des politiques sociales, économiques, sanitaires qu'ils veulent. Le plus important, c'est la liberté, parce que je crois en la liberté. Je suis un, si vous voulez, socio-libéral, d'accord.
Bien. Alors, place maintenant au carton rouge, hein, chers téléspectateurs. On sait bien que vous auriez souhaité avoir d'autres questions, mais ce sera bien sûr pendant. Ce que je veux dire ici, c'est que j'encourage beaucoup les jeunes qui s'intéressent à la chose politique. Voyez-vous, on a trop habitué les jeunes à avoir peur de la politique, à ne pas s'intéresser, à ne rien faire. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ça, c'est vrai. Mais il faut dire que le président Laurent Gbagbo a commencé son combat à quel âge? Le président Félix Houphouët-Boigny a été président à quel âge? Il faut voir les qualités de responsabilité que nos parents avaient il y a 60 ans d'ici. 60 années en arrière, ils avaient des grandes responsabilités tout jeunes. Et aujourd'hui, quand vous avez 30 ans, on a l'impression que vous êtes encore un gamin. Et pourtant, à 30 ans, vous avez déjà atteint l'âge de la révolte totale. Et donc, j'apprécie l'initiative des jeunes, même si je sais que ce groupe de jeunes ne peut rien faire face à Alassane Dramane Ouattara. J'aurais aimé qu'ils s'allient derrière de véritables leaders et qu'ils prennent ils prennent un peu plus la chose politique plus sérieuse, justement que ce que je les vois faire actuellement. L'idée de s'intéresser et de vouloir candidater, moi j'apprécie ça. Mais derrière la façon de faire, parce que j'ai l'impression que pour eux, ils pensent que la chose politique se limite à un jeu. Oui, l'élection politique doit être un jeu. Mais en Côte d'Ivoire, dans l'état actuel des choses, la chose politique n'est pas un jeu. Quand vous avez en face Alassane Dramane Ouattara, celui qui a pris le pouvoir en passant par les armes et qui veut conserver le pouvoir en utilisant les armes. Quand vous êtes face à ce genre de personnes, vous prenez la chose du pouvoir très au sérieux. Vous donnez tout ce que vous avez et vous prenez vos électeurs en considération. Vous faites l'effort, je dis bien l'effort, de faire comprendre aux gens qui vous écoutent que vous n'êtes pas en train de plaisanter. Et pourtant, moi, je les suis sur les réseaux sociaux, je suis leur campagne, je suis leur demande, même le parrainage. Et qu'est-ce que je vois souvent? Je me rends compte que nous avons en face des jeunes qui ne se prennent pas vraiment au sérieux. Et pourtant, à cet âge-là, le président menait le véritable combat. Vous menez le combat pour l'élection présidentielle et vous ne parlez pas de la liste électorale. Vous comptez sur quoi? Pourquoi vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Si vous partez mener un combat, parlez même des fondamentaux aujourd'hui. Le président, quand il était jeune là, quand il menait le combat, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, même si je ne gagne pas aujourd'hui, je me fais connaître dans la scène politique. Ce que je fais aujourd'hui peut m'être utile dans 10 ans. Et il est resté opposant pendant 30 ans. Et après les 30 ans, il est devenu président. Oui, parce que les batailles passées l'ont servi quand il a gagné. Et c'est aujourd'hui, si vous voyez sa notoriété, l'amour que les Ivoiriens ont. Aujourd'hui, son amour déborde la Côte d'Ivoire. Il est aimé dans toute l'Afrique, que dis-je, dans tout le monde entier. Il a mérité cet amour. Ce n'est pas volé. Et si vous voulez atteindre ce niveau, cette dimension, vous avez l'obligation de vous prendre au sérieux et de donner tout ce que vous avez pour que ceux qui vont vous élire demain vous prennent au sérieux. Aujourd'hui, je ne vous prends pas très au sérieux, même si j'encourage la démarche.